Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici ma deuxième vidéo en Belgique en 2023. La première concernait les oiseaux. J'ai eu du meilleur temps, comme vous pouvez le voir sur ces images, et j'ai montré des oiseaux. Ici, on va parler d'un sujet bien plus triste, c'est la guerre en Ukraine. Et j'ai plusieurs vidéos en préparation, j'ai plein d'analyses de fond à partager avec vous, mais ici je réagis à l'actualité, un petit peu sur le vif, même si vous savez que je réagis rarement dans la minute, contrairement à certains comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est exprimé dans un entretien à la Provence. Selon lui, ces tensions montrent les divisions qui existent au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires. Le président de la République a indiqué avoir suivi les événements heure par heure en lien avec les principaux partenaires de la France, en soulignant une situation qui reste évolutive. Ou comme les généraux de plateau de LCI. Il a laissé, d'une certaine façon, se créer autour de lui des sortes de petits fiefs militaires et qui sont donc alors là aussi avec l'idée qu'ils allaient tous se neutraliser un petit peu les uns les autres, mais le problème c'est qu'ils peuvent aussi parfois peut-être s'associer les uns les autres et là ça peut changer complètement la donne. Colonel, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais imaginons un instant qu'il y ait aujourd'hui, demain, dans une semaine, un véritable coup d'État à Moscou. Oui. Ce serait quand même un drame mondial. Je pense à quelque chose de tout bête, mais les 6000 têtes nucléaires, par exemple, qui les gérerait ? Ça, c'était évidemment, c'est une grave question. C'est la question qu'on se posait notamment au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Tout un arsenal nucléaire qui repose sur un édifice politique qui est fragile. Mais ces chances augmentent parce que les réactions, il n'y en a pas. Bon, ça sent pas bon quand même. Maintenant, moi j'attends qu'ils arrivent au contact de Moscou, voir qu'est-ce que va faire la garde nationale. Le FSO, les prétoriens, quoi, de la garde prétorienne. Là, c'est là que ça va être le moment clé de ce coup d'État. Poutine a mal joué et a poussé Prigozhin dans ses retranchements et à ce coup d'État. Et si Poutine s'en sort, et il a encore des chances de s'en sortir quand même, ça ne lui sera pas excusé par les élites qui vont le voir comme un faible, comme quelqu'un qui sera affaibli et quelqu'un qui n'a pas géré. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que dans tous les cas, le président russe a perdu gros dans cette séquence qui est en train de se jouer hier soir avec à la tête Evgeny Prigozhin? Évidemment. Évidemment. Est-ce que la guerre civile a d'ores et déjà commencé en fait en Russie finalement? Je dirais pas que c'était la guerre civile, c'était des éléments. Mais ces éléments de la situation ont toutes les possibilités de se développer à la vraie guerre civile. En fait, si Prigozhin est soutenu par d'autres forces, si on va avoir les autres qui vont se mettre en rang avec les putschistes, oui, ça sera la guerre civile. Ou encore Bernard-Henri Lévy qui a retiré ses tweets tellement ils étaient inappropriés. Alors, évidemment, les Occidentaux, dès qu'il se passe quelque chose en Russie, c'est la victoire, Poutine va tomber, c'est un coup d'État, c'est la guerre civile en Russie, etc., etc. Maintenant, on trouve évidemment une presse alternative et pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce milieu alternatif, qui découvriraient peut-être ma vidéo comme ça, par exemple des ornithologues qui me suivent pour les oiseaux et qui se disent pourquoi ils parlent du crâne, eh bien, je vais vous montrer que dans la presse alternative, il n'y a pas que des pro-Poutine, il n'y a pas qu'une pensée unique, il y a des vrais débats, quelque chose qu'on ne trouve plus du tout dans la presse officielle, qu'on appelle généralement mainstream, que certains appellent la presse de grand chemin. Et donc, je vous propose de regarder ici quelques échanges entre deux experts qui ont des points de vue différents, et vous verrez que l'expert suisse a peut-être un avis plus positif de ce qui s'est passé, plus positif des choix de Poutine que Régis Le Sommier, qui est considéré pourtant par la presse de grand chemin comme en pro-Poutine. Moi, je ne le considère pas du tout pro-Poutine. Je lui reproche au contraire de défendre bien trop souvent des actions ukrainiennes, à mon avis, inadmissibles. Mais bon, peu importe. Écoutez ceci, et on va voir comment est-ce qu'on peut faire la part des choses. L'abandon des poursuites judiciaires qui ont lieu, y compris contre Prigozhin lui-même, est-ce qu'on peut l'imputer à une forme d'aveu de faiblesse du pouvoir qui n'aurait pas le courage ou pas la possibilité, ou alors est-ce que c'est plutôt une sorte de sens de l'honneur que Poutine veut lui garantir?
Alors, c'est difficile à dire. En tout cas, je pense que l'un comme l'autre des partis n'ont pas voulu être le premier à faire couler le sang russe sur le sol russe. Oui. C'était très important. Vladimir Poutine aurait pu ordonner à la chasse. C'était très facile de frapper le convoi puisque il avançait vers Moscou sur une route que moi je connais bien, qui est une autoroute totalement plate. C'est-à-dire ça monte sur des centaines de kilomètres. Il n'y a aucun obstacle, donc et surtout il n'y a pas de route latérale pour aller se planquer. Donc ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que ce convoi il était très exposé et que la chasse russe fidèle au pouvoir aurait aucun problème pour le stopper en le frappant. Donc si vous voulez, voilà, je pense qu'il y avait ce souci-là. Maintenant, l'aveu de faiblesse de Poutine, oui, dans l'image que Poutine s'est fait, l'image de ce personnage autoritaire. Très rancunier, qui ne se supportant pas la trahison, et d'ailleurs il a parlé de trahison, faire en sorte que, après avoir parlé de trahison le matin, abandonner toutes les poursuites le soir, ça fait comme si quand même Vladimir Poutine n'avait pas le choix que de faire avec ce turbulent énergumène de Yevgeny Prigojine. Vladimir Poutine est le grand condottière. On retrouve ce scénario à la Renaissance. On le retrouve à la guerre de 30 ans, pendant la guerre de 30 ans, comme je viens de dire. Et à chaque fois qu'on a affaire à des armées mercenaires qui ne sont pas simplement quelques détachements qui font du gardiennage ou qui font de la formation antiterroriste ou qui assurent une garde présidentielle, mais qu'on a vraiment une force militaire sur le terrain, ce qui est le cas de Wagner, qui n'a pas été, en revanche, le cas de Blackwater, pour prendre le parallèle américain. Donc, c'est un scénario assez classique où, à un moment donné, le pouvoir politique trouve que cette armée privée prend trop d'importance, qu'elle menace le pouvoir, et donc on cherche à l'éliminer. Voilà. Maintenant, entre-temps, j'ai découvert un troisième scénario et qui, pour moi, a, je dirais, l'avantage qu'il est parfaitement cohérent. Parce que ce que je dis du deuxième scénario, de la tentative d'élimination du Wallenstein russe actuel, donc Prigojine, il a comme désavantage, c'est que, comme pour le précédent, tout se résout en 24 heures, un peu style Commedia dell'arte. Il part en Bélarus, on abandonne les poursuites, etc., etc. S'il y a vraiment eu tentative de mutinerie, si du côté russe, il y a vraiment eu tentative de frappe sur les positions de Wagner pour les éliminer ou les affaiblir lourdement, alors c'est pas très réaliste que tout ça se résolve en 24 heures, on abandonne les poursuites, Prigojine dit bon moi je m'en vais, etc. Donc là aussi c'est un scénario qui reste bancal. On aurait attendu des tractations, on aurait attendu des... Oui. Voilà. Et le troisième scénario, il n'est pas de moi, il est d'un spécialiste américain, Larry Johnson, qui a évoqué une troisième possibilité qui a été traduite en français sur le site de vos collègues Réseau International. Et dans ce troisième scénario, Larry Johnson évoque la possibilité d'une mystification absolument magnifique du côté russe. Pourquoi? Parce que les Russes voient bien que l'épuisement ukrainien devient catastrophique. D'ailleurs, le livre de Monsieur Le Sommier le dit bien, hein, jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, à un moment donné, ils vont pouvoir, eux, faire une vraie contre-attaque, une vraie contre-offensive. Mais pour ça, il faut déplacer des troupes. En ce moment, le front est plutôt sur la partie sud-est, et donc si on veut frapper, on va dire dans le ventre mou de cette zone, il faut plutôt aller du côté nord-est, donc à la hauteur de Kiev, de Kharkiv, Kharkov. Mais déplacer à l'heure actuelle des troupes suffisantes, c'est très difficile de le faire discrètement avec tout l'appareillage de satellites, d'observation, d'écoute radio, électronique, etc., etc. C'est pratiquement mission impossible de déplacer des contingents suffisants pour une contre-attaque, sauf si, évidemment, on met en scène un scénario dans lequel l'armée russe devrait se déplacer vers Rostov et Vorojnev pour empêcher la milice Wagner de prendre le pouvoir. Dans ce cas-là, du côté de l'OTAN, on applaudit, on dit voilà, c'est
un signe de grave faiblesse du pouvoir russe, etc. Donc, on fait vraiment ce qu'on doit faire quand on veut préparer une contre-attaque. On se montre plus faible qu'on ne l'est et on peut se déplacer sous un autre prétexte. Les Soviétiques l'ont fait lors de leurs dernières offensives sur le front russe. Ils ont mystifié l'état-major allemand qui les attendait beaucoup plus au sud, alors qu'ils ont frappé à la hauteur de la Pologne avec la fameuse opération Bagration. Donc voilà, ce troisième scénario, pour moi, il est le plus plausible. Il correspond aussi à la pensée militaire soviétique puis russe, c'est-à-dire la mystification. Et Larry Johnson, je termine, Larry Johnson dit, et les interventions vociférantes de Prigojine s'expliquent aussi dans ce sens-là. Il faut monter le spectacle. Sinon, comment justifier qu'un chef d'armée privé sur le terrain, à réitérées reprises, s'attaque au pouvoir russe et à l'armée sans qu'il soit sanctionné? C'est aussi peu crédible. Voilà. Prigojine fait partie on va pas dire qu'il fait partie des Siloviki, c'est-à-dire les anciens du KGB qui sont toujours autour de Poutine, les Alexis Rotenberg et autres, le clan Saint-Pétersbourg, mais c'est le bad boy. Et il est quand même dans cette sphère. Et donc, il a toujours essayé d'apporter des choses au président. Alors maintenant qu'ils aient conçu entre eux une immense stratégie, bon, je n'en sais rien, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Moi, je préfère me baser sur des faits. On va voir. Moi, je pense qu'il sera intéressant, c'est dans quelles circonstances Prigojine va en Biélorussie. Combien d'hommes de Wagner vont aller avec lui? Parce que il y a aussi les Wagner, on imagine toutes les 25 000 qui ont suivi Prigojine, mais c'est pas vrai. Il y en a certains qui n'ont pas suivi Prigojine dans son épopée à Rostov. C'était quelques milliers de soldats avec lui, mais il n'y avait pas les 25 000 membres de la milice Wagner. Et ces 25 000, d'ailleurs, il faut rappeler aux auditeurs qu'ils sont répartis dans toute la Russie. Le siège de Wagner, il est à Saint-Pétersbourg. Dans 42 États de la Fédération de Russie, il y a une présence de Wagner avec un casernement, et bien souvent ce casernement se trouve juste à côté de l'armée russe, parce que aussi une chose, c'est que Wagner travaille de conserve avec l'armée russe. Dans toutes ces opérations, on a parlé de Bakhmout, évidemment, dans la ville de Bakhmout, c'était Wagner, mais tout autour, sur les flancs, c'était des unités de parachutistes. Wagner a bénéficié de l'appui aérien de l'armée russe. Il bénéficie des munitions. Ces fameuses munitions, c'est l'armée russe qui les lui donne. Donc, c'est pas une entité qui opérerait totalement indépendamment. Juste encore un mot sur l'affaire Prigojine. Je crois qu'il faut garder la situation stratégique. Il ne faut pas la perdre de vue. Il ne faut pas que l'arbre nous cache la forêt. Donc, la Russie est en train de constituer un bloc géopolitique qui devient très important avec l'Iran. Les BRICS regardent vers Moscou, etc. Donc, dire que Vladimir Poutine est en situation de faiblesse, je pense que c'est peut-être vraiment ce qu'il a envie qu'on pense de lui. Nous, en Occident, avec, je dirais, le matraquage médiatique, on a tendance à se focaliser sur des événements, à surinterpréter une phrase ou l'autre. Il faut voir la manœuvre d'ensemble. On a une Europe fortement affaiblie. Dans son dernière interview, le dernier survivant de la famille Kennedy, le neveu de John F., a dit, voilà, on a réussi à quoi, avec cette guerre en Ukraine, à affaiblir nos alliés des démocraties européennes. Donc, bien sûr, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de guerre civile, ça vous l'aviez compris, je pense, maintenant. Ceux qui ont dit ça, comme Macron, tous au début, c'est vraiment l'hystérie occidentale qui est devenue à la mode, qui n'a pas de lien avec la réalité. Et après, ils sont désavoués, mais il semble que, contrairement à avant, où il y avait un minimum de sens de l'honneur, je ne sais pas, jusqu'à 20 ans, quelque chose comme ça, eh bien, des politiciens qui sont tout à fait à côté de la plaque, ils auraient démissionné en disant, voilà, je me suis trompé. Maintenant, on se trompe, et puis ça ne change plus rien. Pour moi, c'est un des aspects du wokisme qui est le déni total de la réalité. Mais bon, peu importe si c'est en lien avec le wokisme ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je n'ai pas de réponse à toutes les questions, évidemment. Je ne suis pas comme ça à dire je sais. Par contre, on a quand même un débat sur est-ce que Poutine a été affaibli ou renforcé par ce qui s'est passé, et est-ce que ce qui s'est passé était ce que ça a l'air, c'est-à-dire Prigojine qui, voilà, on va dire il pète un câble et il veut faire un coup d'État, ou bien est-ce que c'est un peu plus subtil? Ça a été une surprise pour les autorités russes qui ont réagi
comme elles l'ont fait, apparemment ça a plutôt bien réussi, ou bien est-ce que tout a été monté depuis le départ? Enfin tout ou en partie, hein. Alors bien sûr, sans prétendre que ça a la moindre valeur, hein, on peut avoir des 100% de gens qui pensent quelque chose qui est faux, hein. Je me suis amusé à poser ces deux questions sur Twitter. Est-ce que vous pensez que Poutine a été renforcé ou affaibli avec cette histoire, ou ni l'un ni l'autre? Et est-ce que vous pensez que c'est un coup monté, ou bien est-ce que vous pensez que vraiment il y a eu une tentative de coup d'État, ou quelque chose d'un peu intermédiaire? Eh bien, regardez les résultats. Manifestement, dans les gens qui me voient sur Twitter, on sait qu'il y a tous des algorithmes, etc. Il y a en effet bulle, et donc ce n'est pas représentatif de la population, ni française ni mondiale, hein, il faut mettre les bémols nécessaires. Eh bien, il y a une majorité de gens qui pensent que c'est un coup monté, que c'était prévu par le Kremlin, et que Poutine en est sorti renforcé. Alors pourquoi est-ce que Poutine serait renforcé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, on trouve très peu de gens qui l'analysent. Alors, je ne dis pas que Poutine a participé au coup monté. Je dis qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État, qu'au moins une partie des autorités russes était au courant, parce que sinon, ils auraient probablement réagi. S'il y a une colonne de militaires qui va vers Moscou en disant on va prendre Moscou, c'est comme ça qu'on a présenté en tout cas les choses en Occident, l'armée de l'air l'aurait simplement détruite, ils n'étaient pas cachés dans les buissons, ils étaient simplement sur l'autoroute. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut quand même pas exagérer le ridicule. Maintenant, on peut croire que Prigojine a peut-être eu un ami de l'armée de l'air qui lui a dit qu'il soutiendrait, etc. Et puis, quand il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, il s'est rendu. Par exemple, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on aura peut-être petit à petit avec le temps. Toujours est-il que, manifestement, Poutine s'en sort bien dans cette histoire. Et comme le disent la majorité de mes contacts sur Twitter, il semble même renforcé. Mais ça ne prouve pas que c'est vrai. Voyons ce qu'en pense un Français qui vit à Moscou et qui regarde ça avec quand même un certain recul. Je trouve son analyse intéressante, c'est quelqu'un que je ne connais pas bien. J'ai compris qu'il aide les Français à s'installer en Russie. Il appelle ça la ruspatriation, si j'ai bien compris, et il se fait appeler Frussien, hein, donc il y a Russie et France dedans. Ça n'en fait pas un géopoliticien, enfin en général quand on vit sur place, on comprend quand même mieux les choses que quand on vit à des milliers de kilomètres. Donc je vous propose d'écouter une petite partie de son analyse et d'aller voir éventuellement après l'analyse complète sur sa chaîne, qui est une petite chaîne comme la mienne, hein, donc pourquoi pas la faire monter un petit peu, il a l'air sympa. Et donc on va voir après si ce qu'il dit a du sens. Il y a quelqu'un que j'ai ruspatrié hier qui m'a dit je pensais que tout allait être arrêté, que la ruspatriation s'arrêtait parce qu'il y avait un coup d'État en Russie, etc. Et c'est vrai que j'ai été un peu atterré de voir les commentaires des uns et des autres, et le plus incroyable c'est les chaînes françaises avec je sais pas, les best-of, c'est les généraux de plateau là, mais donc le tsar est nu, le pouvoir s'effondre, Poutine est fini, coup d'État en Russie, Qui a vu un coup d'État? Mais je vais en parler aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai vu, ce que moi je sais et comment j'analyse après 48 heures les événements et de ce qui s'est passé avec donc le coup d'État de Prigojine contre Poutine. Alors tout d'abord, il faut replacer un peu le contexte. La première chose, c'est que Wagner, c'est quelque chose d'à part, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est une armée à part, une armée privée en fait à part tout simplement. Il n'y a pas que Wagner qui est une armée privée, il y a énormément de groupes de volontaires de différents niveaux, de différents styles. Il y a des troupes qui sont dans le MVD, il y a des troupes qui sont des volontaires purs, il y a des troupes dans le Donbass, etc. Donc c'est très éclectique et disparate. Et donc effectivement, au 1er juillet de cette année, tous ces groupes de volontaires, tous les gens qui combattent en fait doivent signer un contrat avec le ministère des Armées et doivent intégrer l'armée russe afin effectivement de centraliser la ligne de commandement. On peut penser que Prigojine ne le voulait pas, tout simplement. Et on sait qu'il y a un vrai conflit ouvert entre Prigojine et Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, qui sont donc les deux personnes à la tête de l'armée russe, parce que Prigojine les a régulièrement insultés, parce que Prigojine dit que c'est pas assez bien organisé. Enfin bon, vous avez suivi tout ça, personne ne dit le contraire. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vais vous donner les théories qui me semblent à moi les plus justes. Alors déjà, il n'y a jamais eu de coup d'État et de projet de coup d'État. Parce que vous ne faites pas un coup d'État en Russie avec 10 000 hommes et 800 ou 900 véhicules de transport. Ça ne marche pas. Dans le sud du pays, en vous alignant sur une route, en 4 colonnes différentes pour remonter sur Moscou. Ça ne marche pas comme ça un coup d'État. D'accord? Parce que si vous faites ça, arrivé à 100 bornes de Moscou, vous vous faites pilonner par l'aviation.
par les avions de chasse et vous vous faites réduire en cendres. Donc, et vous prenez pas Moscou. Hein. Si l'armée russe peut pas prendre Kiev avec 100 000 hommes, vous pensez bien que Wagner va pas prendre Moscou, qui fait 7 ou 8 fois la taille de Kiev, avec 5 000 hommes. Donc il n'y a pas eu de projet de coup d'État en fait. Il n'y a pas eu de projet de coup d'État. Ça n'existe pas. Il n'y a que la télé française qui a cru ça, parce que les journalistes français vivent dans un monde parallèle. Ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, c'est une action symbolique. Une action symbolique de sortie de Prigojine et de Wagner je pense, du champ d'action en fait ukrainien. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Ben, réfléchissons. Si Prigojine avait dit ok, on se plie aux exigences du ministère de la Défense, on signe, moi-même je me mets sous les ordres de Shoigu, etc. Ben, on comprend bien qu'avec la relation qui est actuellement avec ce qui se passe et avec le fait que Wagner s'est différencié de l'armée, on comprend bien que ça ne peut pas marcher. Ça n'aurait pas été un scénario viable. Et on imagine bien que Prigojine, vu la figure que c'est, vu l'importance du personnage, vu la très grande proximité qu'il a avec le président de la Fédération de Russie, on imagine très bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc Poutine, encore une fois, est toujours dans son rôle qu'il a depuis des dizaines d'années, depuis qu'il a pris le pouvoir, en fait, c'est de compenser, d'équilibrer en fait des rapports de puissance et des rapports de groupe, équilibrer les clans. Et cet équilibrage-là, je pense qu'il n'a pas pu se faire de façon normale. Je ne pense pas que Poutine ait en projet réel de se séparer de la direction de l'armée russe. Il peut y avoir des remaniements, et ce sera aussi un indicateur d'ailleurs s'il y a des remaniements du fait que cette action a été provoquée pour obtenir ces remaniements, mais on verra. S'ils ont lieu, ça donnera du sens à cette théorie. S'ils n'ont pas lieu, ça veut dire que toutes les théories qui expliquaient que ça a été fait pour ça s'avèreront fausses. On peut imaginer qu'il y ait des remaniements, on peut imaginer que ça restera comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Poutine reste très légaliste. Et que par conséquent, vu le pouvoir qu'il a, s'il avait voulu se séparer de Gerasimov et Shoigu, je pense que les remaniements auraient déjà eu lieu. Plausiblement, c'est pas dans les projets à court terme, on verra à moyen terme comment ça se passe. Il y a des bruits qui courent, qui disent que l'ancien garde du corps, Diomin, qui est gouverneur de la région de Toula, pourrait intégrer la direction de l'armée russe. Alors avec ou en remplaçant quelqu'un, je sais pas, on verra, mais ça reste des bruits. Ce qui est sûr, c'est que la sortie de Prigojine, elle pouvait pas se faire en soumission à l'armée russe, de son point de vue, et je répète, c'est quelqu'un qui a tout eu par Poutine et qui est très proche de Poutine. Elle pouvait pas se faire de cette façon, et elle pouvait pas se faire non plus en mode bon bah je raccroche, je veux plus faire la guerre. Donc évidemment, l'action coup de poing, l'action coup de force qu'il a fait, avec enrobé d'un narratif de communication très fort, l'action coup de poing, en fait, elle magnifie en quelque sorte la potentielle fin de Wagner. Parce que voilà, ça restera les insoumis, ça restera Prigojine a fait ce qu'il veut, Prigojine est allé jusqu'au bout, et en fait, elle est jusqu'au bout. Oui, on sait maintenant qu'il va se faire exiler en Biélorussie. On sait qu'il y a une enquête ouverte contre lui, mais toutes les charges ont été levées. On sait que les sites Wagner, les sites d'information, les canaux Telegram Wagner, les canaux d'information Péri-Wagner qui devaient tous être fermés restent tous ouverts. Donc finalement, et on sait que les gens de Wagner qui ont participé au coup, pas au coup d'État, mais au coup militaire, en fait, ils sont intégrés à l'armée russe et ils ont une amnistie. Donc globalement, en fait, il est évident qu'il n'y avait pas de projet d'aller prendre Moscou s'il n'y a pas eu de coup d'État. Il est évident qu'il n'y avait pas de capacité de prendre Moscou et de faire un coup d'État. Et si vous voulez, il est évident que tout ça a sans doute été plus ou moins, je dis bien plus ou moins, et je ne sais pas à quel niveau, mais plus ou moins coordonné et organisé. Parce qu'évidemment, il est évident que quand on annonce qu'on va faire quelque chose et qu'on reçoit juste un appel de Loukachenko en 10 minutes et tout est réglé, il y a une solution qui arrange tout le monde, c'est évidemment que ça a été coordonné. Alors ça a été coordonné de façon un peu brouillonne et à la russe, parce qu'évidemment il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. Encore une fois, à mon avis, c'était pas le plan. Mais globalement, les images qu'on a vues à Rostov, c'est quoi? C'est que les troupes Wagner étaient bien accueillies dans la rue, qu'il y avait des officiels de l'armée russe qui étaient là, notamment l'ancien président d'Ingouchi qui était là, qui avait fait le coup de force pour les troupes russes au Kosovo en 99. Donc il y avait des officiels qui étaient là, qui parlaient à Prigojine, tout s'est bien passé, etc. Donc tout ça n'était pas du tout comme on vous l'a présenté à la télé française, en mode ça y est, Wagner détruit l'armée russe, Wagner a fait un coup d'État. C'est pas ça qui s'est passé. Les journalistes français sont complètement fous. Et c'était marrant d'imaginer que, en fait, ils puissent croire à ça. En fait, c'est fou. Et en fait, c'est vraiment des réactions à la chaude, à l'émotionnel. Ils sont complètement comme leurs hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils voient un truc, tout de suite ils se lancent et ils sortent une théorie qui tient un peu à la route. Le tsar est nu, machin. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'inverse qui s'est passé. Je vais revenir là-dessus. Donc en fait, pour terminer sur Prigojine, oui, il y a une sortie magnifiée historique de Wagner, qui va sans doute sortir du théâtre ukrainien en tant qu'indépendant, mais peut-être continuer à travailler, et à mon avis va continuer à travailler en Afrique pour les intérêts du gouvernement russe et du pouvoir russe.
Donc, mais voilà, ça c'est fait. L'État russe, l'État puissance russe a réussi son coup de force, on va dire, à soumettre Wagner et à l'intégrer de facto dans l'armée russe. Donc l'État a gagné. Et pour Prigojine, de son côté, il y a eu un coup de force historique, il y a eu une action choc inattendue, une espèce d'asymétrie militaire, de dire on intervient sur le théâtre d'opération russe, sans qu'il y ait de dégâts en Russie, mais on montre un désaccord d'hommes virils sauvages. Et pour Prigojine, eh ben on sait pas le destin. Rentrer dans le rang, être arrêté à terme, ou réapparaître comme un joker dans 6 mois, 1 an, 5 ans, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, toutes les parties ont gagné. Et la partie qui a le plus gagné, c'est le Kremlin. Parce que avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont fui. Des gens même de l'appareil administratif, de l'appareil péri-État, etc. Donc de facto, en fait, et c'est vraiment moi ce que je commence à croire, c'est que ce stress test grandeur nature qui a plausiblement été accompagné ou co-créé, en fait, il a été extraordinaire pour les élites russes. Parce que le Kremlin, l'appareil central, a pu tester à tous les niveaux les sujets, à tout niveau de sujets, les régionaux, les locaux, les maires, l'appareil central, le parti politique, l'opposition. On a pu tester qui se met de quel côté, qui dit quoi, qui est fidèle, qui est moins fidèle, qui est loyal, qui est moins loyal, qui est parti, il ne reviendra pas, qui a eu peur. Donc il y a eu un stress test. Et en fait, ça a impliqué, en deçà de ce qu'on peut voir, ça a impliqué tous les clans. Parce que c'est une affaire de clans autour. Et donc, il y a des clans qui ont bien réagi et des clans qui ont mal réagi. Il y a des clans qui vont être affaiblis et des clans qui vont être renforcés. Voilà, on a vu l'excellente gestion Sobianine, encore une fois, chaque fois qu'il y a un problème. Moscou, banlieue de Moscou, tout ça, ça a été parfaitement traité, tout là, bien géré. Donc, on a vu, voilà, pour la première fois depuis le début du conflit, tout le niveau, tous les étages de l'appareil de gouvernance russe ont été soumis à un immense stress test nature, pas prévu, pas attendu. Et donc, pour le pouvoir central et pour le Kremlin, c'est absolument démentiel ce qui s'est passé, parce que c'est un vrai test en grandeur nature. Et puis aussi, il faut comprendre qu'avec la peur, les choses apparaissent de façon plus transparente. Et donc on a vu que par exemple tous les leaders d'opposition sont ralliés à Poutine. En fait tout le monde a pris position pour le Kremlin et personne pour Prigojine. Donc en fait ça a permis aussi de rallier en fait l'opposition, de la recentraliser. Ça a permis de voir la presse d'opposition avoir la trouille et se mettre à soutenir le Kremlin. Les libéraux terrorisés par Prigojine, il y a de quoi. Donc à ce tir-là on soutient Poutine. Donc en fait Poutine a mis à l'amende tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait il a totalement neutralisé, endormi l'opposition qu'il a à sa gauche et l'opposition libérale et l'opposition critique à l'opération spéciale. Elle est tétanisée, elle est euthanasiée et maintenant elle va être soumise. Et en même temps, il a décapité à droite les turbopatriotes dans un sens et les gens qui critiquaient en fait la gestion et la gouvernance qui accompagne en fait l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Donc en fait, le Kremlin a encore fait un coup de maître. Et la kremlinologie, c'est dur à dire, mais c'est dur à prédire bien sûr, mais moi c'est ce que je pense qu'ils ont fait un coup de maître. Et je pense que personne n'a rien compris. Les gens commencent à comprendre maintenant. Enfin, dans les plateaux français, je pense qu'ils refuseront de l'admettre. Mais voilà, on est en fait là actuellement, à mon avis, sur un coup de force du Kremlin. Je dis pas que tout était préparé. Peut-être qu'ils ont été pris de court. Peut-être que Prigojine a impulsé seul. Peut-être qu'on lui a fait impulser à certains niveaux et que tous les autres niveaux de gouvernance n'étaient pas prévenus. C'est possible. En tout cas, il y a plausiblement des structures de quelque part qui l'ont accompagné, je pense du côté russe, et qui ont fait créer ce stress test pour voir comment tout ça réagissait. Voilà, c'est ce que je pense. Et puis aussi, il faut voir une chose, c'est que dans l'absolu, il semblerait quand même que pour l'instant, la contre-offensive ukrainienne rame. Ça avance mais lentement et avec des pertes massives. Et par conséquent, l'armée russe semble beaucoup mieux maintenant, en meilleur état. Donc elle semble plus apte à se battre, elle a appris. On voit les Ukrainiens dans la presse américaine qui expliquent que les Russes sont devenus bons, qu'ils utilisent mieux les drones, que c'est imperçable, que l'artillerie est super précise. Donc, plausiblement, l'armée russe, dans son ensemble, a moins besoin de bataillons périphériques hors contrôle de qualité parce que son niveau, elle, est monté. Elle a plutôt intérêt à intégrer, avaler et absorber le savoir-faire de ces bataillons, mais dans une espèce de cohérence, je pense, de gestion du conflit plus unifiée, plus centralisée. Voilà. Donc, pour résumer, tout va bien, la ruspatriation, ça continue, il faut venir à Moscou, hein, vous avez vu derrière moi les immeubles, et puis voilà, là on voit voilà, ça c'est la gare fluviale, la gare derrière moi, voilà, la toute nouvelle.
la ruspatriation, donc ça continue. Le Kremlin est sorti renforcé et le pouvoir central est sorti renforcé. Et moi, je pense qu'ils ont trouvé à Prigojine une porte de sortie honorable, mythique, à son image en fait. Je ne vais pas ici faire des affirmations que je ne peux pas prouver. Ce qui semble évident, c'est que au moins une partie des autorités russes, je ne suis pas dans la tête de Poutine pour savoir si Poutine était au courant ou pas, mais une partie des autorités russes était au courant et il y a eu une préparation. C'est quand même difficile à croire que ça a été réglé aussi facilement, que les négociations avec Loukachenko aient été aussi rapides, et on parle déjà d'un camp apparemment qui accueillerait 40 000 combattants en Biélorussie, basé sur le groupe Wagner, où Prigojine pourrait s'installer. Si ça a vraiment été décidé en 2 jours, sans préparation, bon, ça paraît pas très crédible que ça se passe aussi vite. Surtout qu'on sait que les autorités russes ne sont pas connues pour leur rapidité. On parle plutôt d'un rouleau compresseur qui est lent à démarrer. On peut douter que la grosse machine administrative et militaire russe ait trouvé une solution aussi rapide. Donc on imagine que ça a été préparé. Voilà, je n'affirme rien de plus et je ne peux rien prouver. Par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'avenir de Prigojine, que je ne peux pas deviner, c'est de voir que, effectivement, que ce soit préparé ou non, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des tas de groupes opposants ou qui peuvent potentiellement le devenir dans certaines circonstances, parce qu'ils critiquent la politique de Poutine. En général, ils la critiquent parce qu'elle est trop molle. Il y a trop de retenue en Ukraine, ils voudraient qu'on tape plus fort, la plupart des opposants en Russie. Eh bien, ils se sont tous rassemblés autour du Kremlin quand il y a eu cette menace. On peut quand même imaginer que tous ces gens n'étaient pas dans un complot. Si Poutine avait dit à toute l'opposition « on va faire une fausse machination pour faire croire à un coup d'État », évidemment ça aurait filtré. Il y a des gens qui n'aiment pas Poutine, qui l'auraient ridiculisé de cette manière. Donc le fait que les communistes, l'extrême droite, etc., se soient tous ralliés autour de Poutine montre bien qu'il y a une unité politique pour défendre la Russie contre les menaces. Ce qui ne les empêche pas de critiquer la politique de Poutine, ils ont raison. On a l'impression qu'on a plus le droit d'ailleurs de critiquer la politique de Poutine en Russie que de critiquer Macron en France. En tout cas, on a le droit de le faire, mais en cas de menace, le pays s'est vraiment groupé autour du chef d'État et donc je pense qu'on peut conclure sans risque que cet épisode a renforcé Vladimir Poutine, aussi bien en interne qu'à l'international. Si vous n'étiez pas jusqu'ici habitué à chercher dans la presse alternative quelque chose de plus proche de la réalité que la propagande qu'on vous sert dans les grands médias, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de points de vue différents. Et ça, c'est une richesse. Parmi les personnes qu'on peut citer qui sont les plus proches d'une analyse objective, nous avons Jacques Beau. Jacques Beau, d'ailleurs, qui a été largement encensé dans une vidéo d'Étienne Chouard, et j'apprécie généralement les analyses d'Étienne Chouard également. Donc, vous pouvez aller voir, écouter Étienne Chouard, qui a des propos souvent très intéressants, surtout quand on parle de démocratie, de politique, etc. Jacques Beau, pour tout ce qui est la situation en Ukraine, à mon avis, c'est le meilleur expert, peut-être aux côtés de Catherine Galacteros. Il y a aussi Nicolas Mirkovic qui fait des très bonnes analyses, mais on a eu la chance d'assister à un dialogue dans le cadre d'une émission entre Jacques Beau et Xavier Moreau. Xavier Moreau qui vit en Russie, qui est considéré comme 100% pro-russe. En tout cas, c'est clair qu'il défend largement la Russie. Et vous allez voir que leurs avis sont assez raisonnables, pas tellement tranchés finalement sur ce qui s'est passé. Donc je vous invite éventuellement à aller voir l'émission en entier. Et je vous mets ici quelques extraits qui, à mon avis, enrichissent ma vidéo de quelques informations supplémentaires. De dire, écoutez, Wagner, vous avez fait le boulot, vous avez d'autres boulots à faire, et Prigojine, et même on va peut-être dissoudre, en tout cas, le groupe. Comment vous voyez en fait l'origine de tout ça? Parce que c'est allé loin quand même. Il y a eu une espèce de soulèvement. Alors il y a eu Rostov, mais vous étiez là-bas, vous êtes en Russie. Comment vous voyez la chose, là, ce qui s'est passé?
Xavier Moreau. Il faut voir que l'arrivée des compagnies militaires privées, Wagner était la plus grande et la plus puissante des compagnies militaires privées. Mais c'était pas la seule. Je me suis rendu à quelques occasions dans le Donbass et j'ai pu rencontrer des volontaires. J'en ai rencontré aucun de Wagner, en fait. Mais j'ai rencontré des volontaires dans d'autres compagnies militaires privées. Il faut voir que ça répondait à une nécessité pour l'État russe et qu'officiellement, l'État russe n'est jamais intervenu dans le Donbass. Mais évidemment, il y a eu énormément de volontaires et de militaires russes qui sont allés se battre à partir de 2014. Et tout ça devait être organisé, payé. Donc vous avez toute une série de compagnies militaires privées qui ont été déployées. Et c'était, on va dire, une nécessité parce que quand vous voulez intervenir sur un territoire et que vous voulez pas que ce soit officiel, vous faites, tout le monde le fait, les États-Unis le font, la France le fait. Vous avez des compagnies militaires privées. Or, ça, ce qui est acceptable à l'époque où effectivement les républiques autoproclamées ne faisaient pas partie de la Russie, maintenant c'est inacceptable pour un État de droit qui se tient. Et donc il fallait à terme, comme l'a très bien expliqué le colonel Beau, mettre un terme à cette situation qui n'est pas normale. Encore une fois, je pense que Wagner a de beaux jours devant soi en Afrique ou en Syrie ou ailleurs. En revanche, sur le territoire russe, évidemment que ça devait cesser. Et vous avez fait un parallèle dans votre introduction avec le putsch d'Alger. J'ai vu que Régis de Castelnau l'a fait aussi, et je l'ai fait aussi d'ailleurs le matin de l'opération, en disant ça finira comme le putsch des généraux pour deux raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas de projet politique. Enfin, en tout cas, pas sérieux. Et la deuxième raison, c'est que ce qu'attendait Prigojine, c'était un soutien de Vladimir Poutine. De la même manière que les généraux attendaient un minimum de considération de la part du général de Gaulle, qu'ils n'ont pas obtenu. Et à partir du moment où Vladimir Poutine a dit que c'était une trahison, sans nommer effectivement Prigojine, c'était la fin. C'était la fin, c'était terminé de la même manière que le putsch des généraux, même s'il a duré encore 4 jours. Une fois que le général de Gaulle a désigné le carteron de généraux, c'était terminé. Voilà. Donc on est effectivement dans cette configuration-là, et il faut voir que donc pour revenir sur ce que disait le colonel Beau, ce qu'a demandé le ministère de la Défense aux unités donc de volontaires, aux compagnies militaires privées, c'est-à-dire de s'intégrer dans l'armée russe, toutes les autres compagnies militaires privées l'ont accepté. Le seul qui n'a pas accepté, c'est Prigojine, parce qu'il était puissant. Vous aussi, vous voyez ça comme une espèce de... Enfin, la comparaison avec le putsch d'Alger, évidemment, elle est ce qu'elle est. Comparaison n'est pas raison. Et puis surtout, sur les conséquences, Jacques Beau, comment vous voyez la situation ? Non, alors je pense personnellement que ces deux situations ne sont pas du tout comparables. Parce que au putsch d'Alger, il y avait une idée, même si les plans étaient un peu fumeux, il y avait l'idée quand même de travailler dans l'intérêt de la France, si vous me passez l'expression, à tort ou à raison. Hein. Non, bien sûr. Alors que là, on est dans une affaire purement, on est dans le business. Vous comprenez, Prigojine, il défend pas la Russie ou ce que vous voulez, il défend son business, il défend son entreprise. Et son intérêt, il est strictement personnel et financier. Je vous rappelle que Prigojine n'est ni politicien, ni militaire. C'est un homme d'affaires qui s'est montré et exhibé à plusieurs reprises avec une tenue camouflée à Bakhmout, etc. Beaucoup de bruit pour rien, ou quand même beaucoup de bruit pour quelque chose. Alors évidemment, il y a eu des implications. D'abord, une implication, c'est que ça a conforté un petit peu l'idée de certains occidentaux que la contre-offensive ou la menace d'une contre-offensive ukrainienne allait déclencher une panique, allait déclencher des mouvements à l'intérieur de la Russie, etc. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a entendu sur la plupart des médias, si pas tous les médias d'ailleurs, qui se réjouissaient de l'instabilité qui avait été créée, qu'ils attribuent naturellement à cette contre-offensive. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses distinctes. Et en fait, si on analyse bien les choses, je pense que le pouvoir russe en ressortira finalement renforcé. Parce que, d'abord, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de soutien populaire à cette action de Prigojine. Il n'y a pas eu de mouvement à l'intérieur de la Russie, alors que manifestement les Russes étaient très bien informés de ce qui se passait, et que par ailleurs, comme ça a été relevé, la situation a été finalement résolue en souplesse. Et par conséquent, je pense que c'était d'ailleurs le but de Vladimir Poutine, de pas entrer dans une situation confrontationnelle avec... parce qu'il faut savoir
comme on l'a dit et comme l'a répété d'ailleurs Monsieur Moreau, Vladimir Poutine n'est pas un extrémiste, c'est plutôt un modéré. Ouais, pragmatique. Prigojine, lui, je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'est pas en opposition radicale avec le général Sourovikine, qui est le commandant en chef des forces russes en Ukraine. Néanmoins, il serait favorable à comme d'ailleurs beaucoup de radicaux, si j'ose dire, russes, serait beaucoup plus favorable à des opérations beaucoup plus offensives contre l'Ukraine. Laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux pouvoir les sarcler. Et je pense que c'est ça qui a été en fait à l'origine de toute cette affaire, c'est que Vladimir Poutine savait que sa propre propagande avait quand même chanté l'héroïsme et les vertus des mercenaires de Wagner, puisqu'ils ont réellement obtenu des succès pour l'armée russe dans un premier temps. Et donc il était très difficile pour Vladimir Poutine, je pense, d'un seul coup, de mettre aux arrêts Prigojine, de tout arrêter, etc. Les gens n'auraient pas compris. Alors que là, ayant laissé cette espèce de tragédie grecque se dérouler jusqu'à son terme, il avait certainement prévu son coup. N'oublions pas que Poutine est un joueur d'échecs. Il avait certainement prévu que Prigojine, compte tenu des déclarations de plus en plus enflammées, de plus en plus politiques, jusqu'à s'en prendre nominativement au ministre de la Défense, au chef d'état-major des armées, et puis même dans les tout derniers temps, s'en prendre à lui-même Vladimir Poutine en personne, à partir de ce moment-là, Prigojine a commis la faute. Il a commencé à vouloir entrer et à appeler à la guerre civile et à la révolution sans avoir en fait aucun soutien populaire. Ça n'existe que dans l'imagination des opposants que l'on nous présente sur les plateaux de LCI ou de BFM TV. Et en réalité, Poutine l'a laissé s'enferrer. Et je suppose qu'il a dû intervenir par l'intermédiaire de Loukachenko en disant, écoutez, voilà, on a des missiles S-300, vous allez être complètement détruits dans l'heure qui vient, sauf si vous rentrez dans vos bases. Or, Prigojine n'avait quand même pas les armements nécessaires. Il n'avait pas non plus les informations satellitaires, je suppose. Il n'avait pas les informations du terrain dont dispose l'armée russe. Ça me paraît évident. Voilà. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Alors, je me hasarde. Peut-être que l'avenir va me donner tort. Mais enfin, pour l'instant, ce que je note, c'est que les médias occidentaux commencent déjà à moins parler de cette affaire. Il n'est pas exclu d'ailleurs que d'ici une semaine, on n'en parle plus du tout. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire. En résumé, il n'y a pas eu de vraie tentative de coup d'État. On n'est pas dans la tête de Prigojine pour savoir exactement ce qu'il espérait. On n'est pas non plus dans la tête de Poutine pour savoir ce qu'il savait avant cette action, je ne sais pas trop comment il faut la qualifier, ce coup d'éclat de Prigojine. Mais le résultat, en tout cas maintenant ce qu'on peut voir encore un petit peu à chaud, je dirais, c'est que la Russie n'est pas du tout affaiblie, comme on essaie de vous le faire croire dans les médias occidentaux, par cet événement. Par contre, les médias occidentaux sont très contents de pouvoir parler d'autre chose, puisque la contre-offensive ukrainienne qu'on vous annonce depuis des mois et qui a enfin, entre les guillemets, commencé là, je ne sais plus, il y a 15 jours, ben c'est un fiasco total. Il y a un analyste américain qui s'est amusé à dire que s'ils avançaient à ce rythme-là, il faudrait 16 ans pour reprendre tout ce qu'ils ont perdu depuis 2022 et qu'il doutait que les Occidentaux allaient continuer à dépenser comme ça 150 milliards par an pendant 16 ans. Bon, évidemment, c'est un petit peu de l'humour. Peut-être qu'on ne devrait pas rire avec quelque chose d'aussi triste que cette guerre. N'oublions pas, et ça c'est vraiment le message principal, que si on arrête d'armer Kiev, d'armer Zelensky, la guerre s'arrête. Est-ce que c'est pas ce que nous devrions tous souhaiter? Et pour ceux qui vous disent oui, mais alors Poutine va se croire tout puissant et va attaquer d'autres pays, c'est totalement ridicule. Poutine n'a absolument pas ni envie, ni intérêt, ni la folie, je dirais, d'attaquer des pays de l'OTAN. Les pays de l'OTAN sont bien trop protégés et de toute façon, l'armée russe, aussi bonne soit-elle, malgré les énormes efforts des Occidentaux pour soutenir l'Ukraine, elle est quasiment invincible. Mais de là à attaquer tous les pays de l'OTAN, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens, elle n'aurait aucune chance. Donc Poutine ayant pris des décisions rationnelles jusqu'ici, il n'y a aucune raison de penser qu'il se mettrait à se lancer dans un coup de folie comme ça.
Voilà, donc je vais continuer sur l'Ukraine. J'ai rassemblé des tas d'informations que je trouve quasi comiques. J'avais même déjà enregistré la vidéo quand j'étais encore au Mexique sur la propagande de LCI, qui est quand même la plus spectaculaire en France. Je ne sais pas si je publierai cette vidéo, si les choses sont dépassées. Je parlais notamment du barrage qui a été détruit. On ne sait pas trop comment il a été détruit, mais on sait qu'il a été bombardé par des HIMARS ukrainiens tout au début, que les Ukrainiens en ont reçu il y a, je ne sais plus, 6 mois ou un peu plus. Et donc ça a pu l'affaiblir et c'est peut-être simplement un accident. Le niveau était au plus haut que jamais. C'est les Ukrainiens qui ont fait monter le niveau de l'eau, même si la zone du barrage est contrôlée par les Russes. Est-ce qu'ils l'ont fait pour que le barrage casse? Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient prévu de le détruire et pour que l'impact soit plus important? On ne sait pas bien. Mais accuser les Russes alors que c'est eux qui contrôlent le barrage, c'est aussi ridicule que d'accuser les Russes de bombarder la centrale nucléaire qu'ils contrôlent. Je vais terminer là-dessus. D'autres l'ont dit avant moi, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est tellement flagrant. Il y a 4 centrales nucléaires en Ukraine, 4 centrales importantes. Il y en a 3 qui sont contrôlées par les Ukrainiens. Elles n'ont jamais été bombardées. Il y en a une contrôlée par les Russes, elle est bombardée. Devinez qui bombarde. Je veux dire, à partir du moment où vous pensez que les Russes pourraient être tellement idiots qu'ils bombarderaient la seule centrale qu'ils contrôlent et ne bombardent pas les autres, oui, bien, vous pouvez aussi croire qu'ils bombardent un barrage dont ils ont le contrôle, mais enfin, un petit peu de sérieux, ce serait pas mal dans les analyses. C'est ce que j'essaie d'apporter avec mes vidéos. J'en ai beaucoup d'autres sur l'Ukraine, 6 ou 7, je ne sais pas. J'en ferai encore. Ce n'est pas mon sujet d'expertise et comme vous voyez, je fais parler d'autres personnes. Je ne tire pas de conclusions très tranchées, sauf quand j'ai des preuves. Je vous invite donc à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore faite, où j'apporte des preuves des mensonges qu'on vous raconte depuis 2022, concernant des faits passés. Par exemple, on n'arrête pas de vous dire que la Russie a annexé la Crimée, mais on ne vous dit pas que l'Ukraine a annexé la Crimée. Et ça, je l'ai prouvé dans cette vidéo. Et puis, la suivante, dans cette série-là, avec les preuves, je vous montrerai que ce qui s'est passé en 2014, ce n'est pas exactement ce qu'on vous dit dans les médias maintenant, en me basant sur ce que nos médias disaient à l'époque. Et donc, ni sur les médias russes, ni sur des complotistes pro-Poutine, d'extrême droite, je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Je me base sur la presse occidentale, mainstream, de l'époque, que tout le monde semble avoir oublié. Alors qu'il suffit d'aller relire pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la, partagez-la, comme d'habitude. Vous pouvez aussi me soutenir en faisant un don, notamment sur Tipeee. Je remercie tous ceux qui le font habituellement, qui me soutiennent. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de continuer en rythme raisonnable de vidéos, le temps au moins que je suis en Belgique pour rattraper le retard. J'ai fait en faisant de call sheet. Il y a plein de vidéos que je voudrais faire sur les oiseaux, mais aussi sur d'autres sujets qui n'ont ni à voir avec les oiseaux, ni avec l'Ukraine, notamment la série sur le transhumanisme. Là, c'est une fauvette à tête noire qui m'interrompt. Avec la suite de ma série, il y a déjà 2 vidéos dans cette série. La 3e, ce sera sur le métavers, et notamment le nouveau métavers de Apple. Encore une fois, à très bientôt. Merci à toutes et tous.